Bien le bonjour, avenue des Flandres et d'ailleurs. D'habitude, tu me trouves toujours debout dans une rue ou aux abords d'un village pour présenter l'émission. Aujourd'hui, je suis assis, je bois un café tranquillement. Nous sommes à Godvarsveld, chez Monts et Merveilles. Et si tu regardes bien derrière moi, tu vois un petit panneau qui s'appelle l'atelier de la petite Zito. Alors Zito, c'est un peu l'équivalent de l'œnologie, mais pour la bière, c'est la zitologie. Et donc aujourd'hui, on va apprendre à brasser une bière. On a déjà visité des brasseries, on a déjà parlé houblon. Là, on va voir vraiment comment on extrait le malt pour en faire une bière. C'est-à-dire qu'on va voir ce qu'on appelle l'empâtage. On ne va pas faire tout le processus parce que c'est très très long. Là, on va voir le travail du maître brasseur, de la maître brasseur, puisque c'est Estelle qu'on va rencontrer. Ici, on est dans le royaume de Virginie, puisque c'est une chambre d'hôte. Et donc, on peut faire des ateliers, dormir sur place, aller se balader. Godvarsveld, pays des estaminets, quand même, on a de quoi faire autour. On brasse sa bière, on dort ici, ce qui veut dire pas de voiture à prendre, tranquille, on peut faire la fête, on dort sur place. Idéal, et en plus, vous allez voir deux personnes super sympas, qui sont Virginie et Estelle, qui vont nous apprendre à brasser. On se retrouve à l'intérieur, à tout de suite. Bonjour Estelle. Bonjour. On est donc dans ton royaume ici. Voilà. On a quitté la partie de Virginie, on vient sur la partie d'Estelle. Donc là, c'est marqué dessus, l'atelier de la petite Zito. Voilà. Alors petite, on a compris. Zito, je te laisse expliquer un peu à ceux qui ne connaissent pas ce terme. Ouais. Alors Zito, en fait, ça part d'un surnom plus pour moi, mais Zito, c'est le diminutif de zitologie, qui en fait vient des racines grecques zitom, qui en fait veut dire bière. On a un peu plusieurs versions historiques, mais enfin on va retenir plutôt bière en grec ancien. Et un zitologue, c'est, j'aime pas dire un œnologue de la bière, parce que c'est pas tout à fait un œnologue, mais quelqu'un qui connaît le monde de la bière, comment on brasse, qui sait déguster et qui sait en parler. Voilà. Bah, alors pour ceux qui me connaissent, qui me suivent un peu, moi je me présente toujours en disant biérosophe, et non pas zitologue. Parce que justement, zitologue, c'est plus ce que fait Estelle, où je dis à chaque fois que le zitologue, au-delà de l'œnologie, c'est vraiment le travail du maître brasseur. C'est le travail du maître brasseur au choix des ingrédients au départ. Au moment où il va travailler sur les paliers, on va voir un empâtage, parce que c'est là qu'opère la magie, et c'est là qu'opère le travail du zitologue. Alors maintenant, ce qu'on va faire, avec Estelle, on va travailler sur un empâtage. Donc Estelle va vous expliquer un peu une fois qu'on va être en cours d'atelier, parce que là pour l'instant ce qu'on voit, c'est un peu, on va simplifier très fort, une machine à pain. Voilà. Sauf que là on n'a pas la machine à pain avec le bras à l'intérieur qui va tourner, on va utiliser un fourquet. Le fourquet, c'est l'outil indispensable et historique des brasseurs qui sert à brasser, tout simplement. Alors quand on est sur des unités industrielles, effectivement, il y a un bras à l'intérieur qui brasse. Voilà, là ici, c'est encore le bras de l'homme qui sert. Alors aujourd'hui, Jérôme, j'ai prévu, pour que ça soit un peu ludique, et parce que j'aime bien faire ce genre de recette, j'ai prévu de faire une ambrée. Ouais. L'ambrée, c'est quoi? C'est une bière plutôt foncée qui peut avoir des notes de café, de caramel. Je ne vais pas rentrer dans la technique, mais ambrée, ça veut en gros rien dire, si ce n'est la couleur. Pour ça, on a des maltes. Alors, on va utiliser du malt, d'orge, de blé, du malt d'une céréale. Pour revenir sur l'empâtage, qui effectivement est la partie hyper importante du brassage, puisque c'est là qu'on va faire le sucre en fait. Donc on va transformer l'amidon qui est présent dans la céréale en sucre, et c'est tout l'art du brasseur, c'est de réussir cette étape et de faire des sucres. Il y a différents types de sucre, on va voir qu'on va faire différents types de sucre en fonction des paliers de température qu'on va utiliser et qui vont donner la complexité à la bière. Mais revenons d'abord à la matière première, peut-être. Alors moi, je sais déjà à l'œil qu'on aura une très belle mousse bien onctueuse. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ça. alors, ce que je viens de montrer, c'est de l'avoine. C'est de l'avoine. Des flocons d'avoine. Les flocons d'avoine servent aux brasseurs à avoir une mousse onctueuse, bien crémeuse, comme on dit, une belle mousse. C'est ce qui permet un peu, quand on verse une bière, la mousse, c'est un peu comme quand tu arrives à un plat au restaurant, c'est ce qui va nous faire saliver. Quand on a une belle mousse, on sait que normalement, on a une bonne bière. Normalement, on est bien parti.
Donc effectivement, l'art du brasseur, c'est de concocter sa recette en fonction des caractéristiques qu'il va vouloir obtenir dans la bière. Donc que ce soit de la rondeur, de la sucrosité, une belle mousse, et puis après toutes les notes caramel, chocolat, café dont j'ai parlé si on reste sur les ambrés. Et ce qu'on voit là, voilà, c'est un peu le secret de la recette du maître brasseur. Chaque maître brasseur va avoir sa propre recette et va utiliser ses propres matières premières. Le tout, c'est les pourcentages qui vont donner la recette, qui va donner la bière. Là, ici, c'est vraiment la recette d'Estelle. Donc maintenant, on va passer au travail. Hop. C'est bon, c'est bon. Ça a l'air de bien se passer, là. Ça se passe très bien pour l'instant. On commence à sentir la matière. Vous remarquerez que la dernière émission, j'ai épluché les patates. Ouais, j'ai vu. Et là, je tourne le fourquet. Hein? Donc pour tous ceux qui disent la télé c'est cool, non, la télé c'est pas cool, on doit travailler. Il faut bosser, hein. C'est un métier. Malheureusement, la télé n'est pas encore en odorama. Parce que là, on a des odeurs très sympas qui se dégagent. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, on n'a pas du tout une odeur de bière. Là, on a une odeur de petit déjeuner. On a une idée... comment vous dire ça? Il y a quelques époques, on buvait de l'ovomaltine au matin, et ça ressemble très fort à ça, l'odeur d'ovomaltine. Tout simplement, ovomaltine, malt. Là, on travaille avec du malt, on est en train d'extraire l'amidon du malt qui va se transformer en sucre, donc on a cette odeur-là. L'idée de, quand on met énormément de céréales dans du lait chaud, c'est un peu ce qu'on a au nez là. Donc c'est très sympa. C'est vrai que les odeurs sont sympas là parce qu'en plus on fait une maltée, donc enfin une maltée, une ambrée. Du coup il y a vraiment les notes, on est vraiment au petit déj quoi. C'est très parfumé et comme dit Jérôme, ça va au fur et à mesure du temps là, dans une heure, ça va être très les effluves vont être très gourmandes en fait. D'ailleurs souvent en atelier. Même ceux qui n'aiment pas la bière, parce que j'ai quand même des gens qui n'aiment pas la bière, qui viennent apprendre, qui viennent découvrir. Et en fait, c'est l'étape où limite on pourrait s'arrêter là, ça irait très bien, parce qu'il n'y a pas du tout d'amertume. Enfin, en tout cas, l'amertume liée au houblon. À cette étape, c'est vraiment un jus sucré qui est super bon à boire. Et du coup, beaucoup se disent « Ah finalement, je vais peut-être regoûter la bière différemment. » Alors, en fait, moi, quand j'ai des personnes comme ça qui disent « J'aime pas la bière », déjà, on dit c'est parce qu'ils n'ont pas encore découvert leur style de bière. Parce qu'en fait, il arrive dans 80% quand c'est l'amertume qu'on n'aime pas. Voilà. Et c'est un peu logique, hein, le cerveau n'est pas programmé pour aimer l'amertume, le cerveau est programmé pour aimer le gras et le sucre. Voilà. Donc quand on lui met de la sécheresse et de l'amertume, il n'aime pas ça du tout. Donc c'est contre nature ce qu'on fait quand on boit de la bière. Mais après, c'est vrai qu'on va leur faire découvrir des styles de bière un peu différents. On va déjà commencer sur les styles de bière comme une ambrée avec beaucoup de rondeur. Où là, effectivement, on va arriver à des choses, des notes très rondes, très sucrées, très douces. Et après, on va monter tout doucement. Alors, ici, on ne va pas vous faire tous les paliers. Parce que normalement, on fait plusieurs paliers. Chaque palier, c'est-à-dire qu'arrivé à une certaine température, on va arrêter de mélanger. On va arrêter de brasser, tout simplement. Ce que je suis en train de faire là, ça s'appelle brasser. Voilà, on brasse le mou qui est à l'intérieur. On brasse ces céréales. Donc, on ne va pas tout filmer parce qu'il y en a pour un certain temps. Hein, donc, on ferait une émission de plusieurs heures. Le brassage, l'empâtage, c'est minimum 1 heure. Alors, ce qu'on fait là aujourd'hui, ce que fait Jérôme, en fait, c'est ce qui se passe en réel en atelier, puisque on va fixer la température et c'est parti pour 1 heure. Voilà, on simplifie un petit peu. Mais effectivement, après, il y a plein d'autres étapes pour aboutir à la bière, parce que là, on fait que la partie. On fait le sucre, là, en fait. Hein, si je fais le parallèle avec le monde du vin, je sais que c'est assez cliché, mais ça fixe les idées. Dans le monde du vin, on va presser le jus, presser le raisin et on va extraire un jus sucré.
Pour le brasseur, c'est un petit peu plus compliqué parce que le sucre, il n'est pas disponible immédiatement. Donc là, on est en train de faire le sucre. Donc c'est une partie hyper importante, on l'a déjà dit et redit, mais vraiment, si on foire cette étape, on peut tout jeter. Hein. C'est même pas la peine d'aller plus loin, puisqu'on n'aura pas ce qu'il faut pour faire l'alcool à la fin et la bière. Donc, voilà. Alors comme vous voyez, je suis puni. Voilà, je dois travailler, il faut que je brasse encore un certain temps. Donc je vais vous laisser avec Estelle. Et Estelle va vous expliquer un peu toutes les étapes pour faire une bière. Parce que là, on voit ce qui, pour moi, est la principale. Parce que c'est quand même là où on va extraire l'amidon qui va se transformer en sucre, qui va se transformer en alcool, qui va permettre de faire la bière. Mais il y a plein d'autres étapes derrière que là, on ne va pas voir. Donc je vais vous laisser avec Estelle qui va vous expliquer tout ça. Comme tu as vu, on a fait le concassage. Là, Jérôme, il est en train d'empâter. Donc on est en train d'extraire le sucre. Je pense que là, tout le monde a bien saisi ça. Une fois que ça sera fini, en fait, on va Alors, le mélange, là, ça s'appelle la mèche, un petit nom technique. On va se séparer de la céréale. Si je refais mon parallèle par rapport au vin, quand on presse le raisin, on se débarrasse des peaux de raisin. Hein, on ne le garde pas pour la suite. Là, c'est pareil, on va se débarrasser des peaux de raisin qui sont en fait la céréale imbibée, qu'on appelle la drèche. La drèche, on y reviendra tout à l'heure, mais en fait, ça devient un déchet pour la brasserie, mais c'est pas jeté à la poubelle. On peut en faire des crackers, on peut en faire... nous, on refait de la farine avec, c'est un nouveau truc qu'on est en train de développer. On peut la donner à l'alimentation animale, etc. Bref, on ne la jette pas à la poubelle. Je reviens sur le brassage. Une fois on s'est débarrassé de cette drèche, avant de l'acheter à la poubelle, on va quand même faire une phase de rinçage ou d'extraction. On finit d'extraire le sucre. Ce qu'on ne veut pas, c'est de jeter du sucre potentiel à la poubelle. Donc on va finir d'extraire ce sucre en rinçant à une eau à 75 degrés. Une fois qu'on a fait ça, cette fois on se débarrasse de la drèche et on continue avec le jus sucré qu'on appelle le mou. Et on va démarrer la phase d'ébullition. Hop, je fais juste comme ça. La phase d'ébullition, pourquoi on fait bouillir ? Historiquement, on faisait bouillir tout simplement parce que l'eau n'était pas potable. Ça permettait de stériliser l'eau. Aujourd'hui, l'eau est potable, mais malgré tout, on va quand même ramener potentiellement des contaminants par la céréale, tout simplement. Et puis surtout, c'est la phase de houblonnage. Une bière doit être amère. C'est une des caractéristiques de la bière. Et pour ça, en fait, l'amertume, elle ne vient pas par l'opération du Saint-Esprit, elle vient grâce au houblon, qui va nous ramener et l'amertume, mais aussi toute la palanquée d'aromatiques. Donc quand on déguste une bière, on a vu qu'il y avait des notes qui arrivaient plutôt céréalières avec la première phase. Et puis il va y avoir plein de notes aromatiques. Alors quand je dis aromatique, c'est quoi ? C'est fruité, floral, épicé, résineux, tout ça c'est le houblon qui va ramener tout ça. Et donc ça se passe pendant l'ébullition qui va durer entre 1 heure et 1 heure et demie selon le maître brasseur. C'est aussi là qu'on pourrait rajouter, si on aromatise un peu plus, on peut rajouter des épices, on peut rajouter du sucre, mais pas trop. Hein. Si on en rajoute trop, on ne fait plus une bière, parce que ce qu'on veut, c'est que le sucre vienne du malt. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit sur l'ébullition. Une fois qu'on a fini l'ébullition, on va, là on est à 100 degrés, puisqu'on fait bouillir, on va refroidir le jus. Pour le porter à la température à laquelle les levures travaillent. Et là, on arrive dans un autre monde, puisque en fait, un brasseur, il a coutume de dire que c'est pas le brasseur qui fait la bière, mais c'est la levure qui fait la bière en réalité. Donc, on va descendre en température pour amener le mou à la température à laquelle les levures sont confort. Donc, selon le style de bière, je ne vais pas m'étendre, mais on ne va pas descendre, on ne va pas se mettre à la même température. Alors ici, rapidement, on fait ce qu'on appelle des ale, fermentation haute. On va descendre à 22, 23 degrés, le mou, pour ensemencer. Ça va dépendre des levures qu'on utilise. Pourquoi on refroidit juste ? Parce qu'on pourrait se dire, pourquoi tu n'attends pas juste que ça refroidisse naturellement ? Tout simplement parce que là, on a stérilisé le mou. Ce qu'on ne veut pas, c'est contaminer par des levures extérieures. En tout cas, pas pour les bières qu'on fait ici. Et du coup, on va descendre rapidement en température. Exactement, j'ai coutume de dire... Quand on fait des confitures chez soi, tout le monde fait à peu près, c'est un truc qu'on fait facilement. Quand on stérilise les pots, on ne les stérilise pas la veille pour le lendemain. C'est un peu la même idée, quoi. C'est qu'on va essayer de gagner du temps. Une fois qu'on a fait ça, on ajoute les levures et là c'est parti pour la fermentation qui va durer. Ici, elle dure entre 3 semaines et 1 mois. Alors, il y a plusieurs étapes dans une fermentation. La fermentation, c'est quoi ? C'est essentiellement de transformer le sucre en alcool, mais pas que. Puisque la levure va aussi développer plein d'autres composés qui vont faire la caractéristique de la bière. Donc on va retenir 3 semaines, 1 mois à peu près. Ça peut être plus long,
Plus court, ça peut aussi, mais c'est pas forcément souhaité. Par contre, ça peut être clairement plus long. Et puis une fois qu'on a fait ça, eh bien, on a un jus fermenté, donc on a une bière. Mais pour finir sur ces deux petits schémas-là, cette bière, en fait, en tout cas ici, les fermenteurs ne résistent pas à la pression. Du coup, le gaz carbonique s'échappe. Qu'est-ce qui fait les bulles dans la bière? Ce qui fait les bulles dans la bière, c'est le gaz carbonique. Vu que là, on évacue le gaz carbonique, on n'a plus de gaz carbonique, donc il faut trouver un moyen d'en remettre. Alors, il y a deux solutions. Méthode ancestrale, on va dire. On rajoute du sucre fermenticible. Hein. Donc ce sucre, en fait, l'objectif, c'est pas de rajouter du sucre à la bière, c'est de en fait, refaire une refermentation pour avoir notre gaz carbonique. Parce qu'en fait, quand la levure transforme le sucre, il fait alcool plus gaz carbonique. Donc, l'objectif ici, en fait, moi j'ai coutume de dire, c'est une recarbonatation. En fait, on veut faire des bulles. Voilà. Donc, mais cette fois, on va piéger ces bulles dans une bouteille encapsulée qui résiste à la pression, et c'est comme ça qu'on aura naturellement du gaz carbonique. Ça, c'est la méthode que j'utilise ici, parce que moi ici, vous avez compris, je suis en version brasseur amateur. L'idée, c'est de savoir comment on peut faire chez soi, donc c'est assez simple à faire. Maintenant, l'autre méthode, c'est de faire de la carbonatation forcée, donc c'est de rajouter du gaz carbonique. Alors aujourd'hui, c'est facile à comprendre, c'est la soda stream, quoi, hein. C'est vraiment la même idée. On va rajouter du gaz carbonique directement. Ça, c'est deux méthodes. Du coup, on a compris comment recarbonater. Et du coup, si on en ajoute du sucre, on va embouteiller directement. Hein. Donc embouteiller, on remplit les bouteilles. Et si on a choisi cette méthode-là, on va remettre en refermentation, puisqu'en fait, si vous m'avez bien suivi, en fait, on reprovoque une fermentation. Et du coup, il faut remettre à température à laquelle les levures, encore une fois, travaillent. Donc on va se remettre à 20-22 degrés. Moi, c'est ce que je choisis. Il y en a qui montent à 27-28 degrés pour aller plus vite. Ça, c'est peu importe. Mais en tout cas, il y a encore une phase d'attente finalement, puisqu'il va falloir attendre de nouveau 15 jours à peu près pour que la bière soit prête. Et après, enfin, on la déguste. Eh bien voilà, j'ai terminé de travailler, chers amis. Donc maintenant, vous allez voir la magie de la télévision, hein, puisqu'on a brassé, on a fait l'empâtage. On va dire que de l'empâtage, toutes les autres étapes que vous avez vues, rinçage, ébullition, filtration, etc., on a condensé. Et on va se retrouver avec la dégustation de notre bière ambrée. À tout de suite, on va se retrouver autour d'une table, hein, donc après l'effort, le réconfort, et on va goûter, et on va parler un petit peu, maintenant avec Virginie, on va plus parler un petit peu du côté justement maison d'hôte, accueil, cuisine, puisque on fait aussi table d'hôte ici, et revalorisation des matières, puisque Virginie est en train de fabriquer une farine de drèche, pour permettre justement non pas d'utiliser les drèches pour faire des biscuits à la drèche, des choses comme ça, ou de la drèche comme un produit brut, là on fait farine avec ça, et c'est beaucoup plus sympa. On se retrouve à table, à tout de suite. Alors pendant qu'Estelle nous sert justement cette cuvée Petit Zito ambrée, on va parler avec toi Virginie. Donc Virginie, toi, tu t'occupes de la partie chambre d'hôte. Tout à fait, c'est exactement ça, Jérôme. Donc en fait, moi j'ai ouvert ces chambres d'hôte il y a 9 ans, donc je gère la partie chambre d'hôte et Estelle les ateliers. Ouais. On a acheté cette maison il y a 9 ans pour ce projet de chambre d'hôte spécifiquement. Ouais. Donc on a 3 chambres, ouais, où on reçoit donc nos hôtes avec grand plaisir, donc qui viennent de la région ou bien d'ailleurs. Principalement on a des hôtes qui viennent pour découvrir un peu, alors déjà la culture locale, ouais, se baigner un peu dans la culture locale, profiter des estaminets, de l'ambiance locale et de l'ambiance aussi du village, parce qu'on a la chance d'être dans un super village. Alors j'ai fait une petite erreur tout à l'heure où justement j'ai parlé de table d'hôte, et en fait non, j'avais préféré arrêter la table d'hôte, pardon. Parce que ici, quand même, capitale des estaminets. Ah, c'est ça. En fait, on a 3 estaminets. On a fait table d'hôte pendant 4 ou 5 ans. Ouais. Je m'étais formée pour ça. J'avais fait un CAP cuisine, etc. Et puis, en fait, on a 3 estaminets, 4 estaminets maintenant sur le village, puisqu'il y en a un qui a réouvert. 4 estaminets juste à côté de la maison. Donc, il n'y avait plus de réels besoins. Donc, on a plus à cœur maintenant de proposer à nos hôtes de profiter des estaminets qui sont juste à côté. On a juste conservé à la maison une formule planche flamande, ouais, avec des produits locaux, charcuterie, fromage, etc., qu'on a remis en place au moment du confinement où les restos étaient fermés, ouais, et on l'a gardé, et en fait nos hôtes en profitent surtout le lundi, le mardi, quand c'est un petit peu plus compliqué de trouver des choses ouvertes. En fait, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est vrai que c'est quand même sympa, parce que on peut venir faire l'atelier entre copains,
dormir sur place, manger sur place et boire sur place. Ce qui est quand même très sympa, parce que c'est quand même très rare. Des ateliers de brasseurs, on va dire que ça commence à émerger un petit peu. J'en connais sur l'île, j'en connais dans les grandes villes. Voilà. En plus, on va dire que sur le côté rural, c'est très rare de trouver des ateliers brasseurs. Bien souvent, il faut prendre sa voiture et faire en moyenne 40 km pour arriver à une grande ville pour trouver de quoi faire un atelier brasseur. C'est très frustrant de faire un atelier de brassage et de ne pas boire quelques bières. Et de reprendre la voiture derrière. C'est très frustrant. Ouais. Voilà. Là, ici, on a ça. On peut se prévoir son week-end tranquille. Je vais dire une bêtise, mais on vient vendredi soir, samedi, dimanche. On arrive le vendredi soir avec les copains, on profite, on fait le tour des estaminets, on revient. Le samedi, on est ici, on brasse, on passe sa soirée tranquille. Une fois qu'on a brassé, le matin, on a été faire un tour. Si vous avez des vélos que vous mettez à disposition, on a vu, il y a un jacuzzi à disposition. Donc, on peut faire l'atelier brasseur. Si vous n'aimez pas l'atelier brasseur, il y a un jacuzzi. Souvent, un jacuzzi. Et on se retrouve après, planche flamande, on boit quelques bières. Et le dimanche, on monte jusqu'à nos plages du Nord. Et puis, on a fait un week-end super. On a brassé la bière. Et quelques semaines plus tard, on vient, on récupère nos bières. Et on peut les boire. Quand même sympa. Super programme de week-end, c'est exactement programme. ça. Alors, on va goûter ça. Vous voyez, tout à l'heure, on a parlé de la mousse. Quand on a fait par l'avoine, vous voyez qu'effectivement, la mousse est très sympa, elle est très belle. Elle reste bien. Donc ça, c'est un peu le travail de l'avoine et du maître brasseur. Pas oublier que quand même, il y a le travail du maître brasseur. Quel houblon tu as utilisé? Alors dans celle-là, j'ai utilisé du Chinook, qui est un houblon qui est replanté localement, là, qui est replanté juste à la sortie du village. Ouais. Quelques centaines de mètres d'ici. À quelques centaines de mètres d'ici, exactement. À la houblonnière de la Clairvoie, voilà. Et donc le Chinook, j'aime bien parce que ça ramène un peu un côté un peu fruité. Alors c'est un peu c'est pas classique dans une ambrée, mais c'était un peu la pâte en fait. Voilà. On a une belle sécheresse en bouche. C'est très sympa justement sur une ambrée. On a ce côté Chinook qui est présent en attaque. Par contre, on va retrouver une fin de bouche très ronde, très malt, très céréale. Et là, c'est vraiment sympa. On a un bel équilibre. C'est vraiment très intéressant. Mais ça a été fait par des stagiaires comme toi tout à l'heure. Amis des Flandres, et d'ailleurs, notre Made in Flandre printanier se termine. Je vais terminer ce délicieux breuvage au bord du jacuzzi. Bon, il fait encore un peu frisquer pour que j'aille me barboter dans le jacuzzi. Mais en tout cas, on se retrouve le mois prochain. On ne sait pas encore où, on ne sait pas encore de quoi ça va parler, mais une chose est sûre, ce sera Made in Flandre. À bientôt.